Journaliste, réalisatrice et productrice de documentaires, Frédérique Bedos a fondé le projet Imagine, une ONG d'information engagée en faveur d'une société plus inclusive et plus durable. Ces films inspirants sont présentés dans les écoles, les entreprises, les villes et les prisons et proposent des parcours d'apprentissage du vivre ensemble. Nous avons rencontré Frédérique avec son équipe dans les locaux du projet Imagine, au Philantrolab, énergique et habité. Frédérique s'est prêtée au jeu des mots en tirant au hasard 5 lettres qui composent le mot amour et nous parlent d'aventure humaine, d'espérance, mais aussi de tendresse. On va faire le mot amour. Amour au pluriel ou amour au singulier ? Moi, je suis plus dans l'amour au singulier parce que j'aime l'essence de l'amour, mais voilà. On fait l'amour au singulier. Allez, on fait Tu as des mots, tu vas piocher. D'accord. Et ce mot, tu vas le définir. Comme il vient à ta manière, comment tu le ressens. Tu as le droit de le remettre, tu as le droit de le déformer, de le mettre à l'envers. Rien n'est imposé. S'il ne te convient pas, tu en reprends un autre. D'accord. D'accord. Allez, voilà. C'est parti. Oh, apothéose. Alors là, déjà, je me dis, si vous avez des mots comme ça, c'est magnifique, apothéose. Bah, ouais, moi je me dis en fait, pour moi, ça fait partie de l'aventure humaine. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'embarquer le plus de monde possible dans cette aventure humaine, qu'on unifie nos forces dans cette aventure humaine. Donc, qu'on arrive à trouver ce dénominateur commun qui fait que nous sommes une grande famille humaine. Et donc, si effectivement, on arrive comme ça à faire destin commun pour unifier nos forces face à ça, alors oui, c'est l'apothéose, vraiment. Je ne connais pas l'étymologie du mot, mais il me semble qu'avec théose, il doit y avoir le divin là-dedans. Hein, on est d'accord. Oui. Et donc, c'est vrai que là aussi, ce que je dis toujours, c'est que seul l'amour est divin. Donc, ça veut dire, pour moi, c'est très important de vraiment dépasser aussi tout ce qui est religion, etc. Il faut vraiment venir à quelque chose de très vivant. Et donc, là où il y a l'amour, c'est divin. On associe souvent le divin à la religion. Oui, mais pour moi, alors, si on vient à l'étymologie, pour le coup, du mot religion, vraiment ce qui nous relie, ça me va. Mais c'est vrai que dès lors que tu tombes dans des théories dogmatiques qui deviennent idéologiques et même qui peuvent être polluées par la politique, alors là, ça y est, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. et c'est l'enfer, en fait. Là où on était censé vendre le paradis, c'est véritablement à chaque fois l'enfer. Donc c'est vraiment comment on va trouver un chemin qui va nous permettre effectivement de peu à peu respirer, vibrer de cet amour qui nous habite. Et donc ce que j'aime avec ce divin qui pour moi donc rime totalement avec amour, c'est ce que Jung appelle le numineux. Enfin c'est pas Jung, mais en fait il semblerait que l'être humain a, de manière intrinsèque, dans ses gènes, on va dire, il a cette notion du sacré, du divin. Et donc, c'est ce désir de transcendance, etc. Et quand ce n'est pas adressé, eh ben, on a quand même beaucoup de dépression, manque de sens, sentiment d'absurdité. C'est très dur de vivre pour un être humain s'il n'a pas ce sacré qui est rejoint en lui, qui peut nourrir. Et donc, je trouve ça assez fascinant. Donc, c'est le numineux. Et tu peux le vivre de mille et une manières. Et donc, c'est ça qui me fascine, c'est toutes ces manières de finalement vivre l'amour. Alors ça, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux nous donner 10 marques de vin ? 10 ? Parce que ça fait 10 vins. Je m'y connais pas assez en vin. Désolée. Mais c'est vrai que s'enivrer, ça, bien sûr. Parce que l'amour, c'est ça aussi. Ça rend saoul. C'est-à-dire que c'est l'ivresse, évidemment. Il y a vraiment... Ah oui, c'est la fiesta. Chez les soufis, ils boivent pour rentrer dans les derviches. Chez les soufis ? Ah oui ? Ah, je savais pas qu'ils buvaient, parce que oui. Je croyais que ça suffisait de tourner pour entrer en transe, quoi. Oui, c'est autorisé de boire chez cette branche de l'islam. Ouais, c'est des mystiques, tout à fait. Ouais. On garde ton mot. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Mort, ça faut le faire. Apothéose et mort. Ben, la mort, c'est ça. C'est ne pas aimer. C'est la mort. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on ne se rend pas compte que nous vivons les 3/4 du temps dans une situation mortifère. Et donc, nous créons la mort autour de nous. Tout est là, éminemment vivant. C'est flamboyant, c'est foisonnant. Et sans arrêt... Parce qu'on essaye de mettre dans des petites boîtes, de contrôler, de maîtriser, eh bien on fait mourir.
Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde, et là aussi, ça rejoint les religions, c'est-à-dire ce côté toujours vouloir tout bien rentrer dans des cases, expliquer, alors qu'on ne peut pas expliquer le mystère. Le Dieu, c'est le mystère, on ne peut pas mettre la main dessus. Et donc, nous-mêmes, nous sommes un mystère et tout est mystère autour de nous. Mais c'est flamboyant, c'est foisonnant. Donc, tu vois, pour moi, je sais que quand on voit, par exemple, dans la religion catholique ou enfin, chrétienne, il y a le paradis et puis l'enfer. Et l'enfer, c'est les flammes de l'enfer, etc. Et moi, je me suis toujours dit, si l'enfer existe, c'est glacial. C'est bien rangé et c'est glacial. C'est certainement pas les flammes de l'enfer. Tu vois, pour moi, les flammes, oui, c'est la passion, etc. Et quand je pense, moi, à l'amour divin, je vois la jungle, je vois le foisonnement de la nature, je vois... Et c'est pas les jardins à la française, quoi. Tu vois. Donc, donc, moi, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose de... Voilà, qui part en sucette, qui part en vrille, qui est dans l'ivresse. L'amour, c'est ça. Et toute la nature, c'est ça. Tu vois les insectes et tout, c'est un truc de fou, quoi. Et en fait, de même, quand je vois le monde dans lequel on est aujourd'hui, ce dont on parle énormément, c'est la crise climatique, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce mot crise climatique, dans ce vocable, moi, je vois le climat que nous créons tous ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, alors on parle du climat social, mais plus de manière politique, etc. Mais en réalité, c'est effectivement qu'est-ce que nous insufflons, qu'est-ce que nous respirons et donnons dans le monde. Et je pense que la crise, elle est vraiment là. C'est une crise atmosphérique, une crise d'atmosphère nous ne respirons pas assez d'amour. Et donc, petit à petit, ça pollue. Tu vois, moi, je suis très sensible au chant des oiseaux, etc. Et on sait que les oiseaux sont très en danger, il y en a de moins en moins, etc. Et en fait, pour moi, le chant des oiseaux, ça participe à cette beauté, à cet émerveillement du champ atmosphérique dans lequel on est. Et d'après ce que j'avais lu des études qui disaient qu'en fait, quand tu mets un être humain dans un espace où il n'y a plus un bruit, etc., ça le rend fou. Donc en fait, et c'est ce qui se passe quand on est dans l'espace, etc. Quand il y a eu des problèmes, heureusement ils avaient des cassettes pour écouter avec des sons d'oiseaux, etc. Parce que c'est ça qui les faisait tenir. Donc on est fait pour ça, on est fait pour vivre dans quelque chose qui est finalement très foisonnant, et pas du tout sérieux et rationnel, quoi. Donc oui, il faut un peu de raison, mais à force de mettre du rationnel dans tout, on écrase le mystère et on met tout dans des petites boîtes, quoi. Et ça, en fait, c'est mortifère. Et tu disais dans une de tes conférences que c'est dans le déraisonnable que le miracle peut arriver. Ouais. Ça rejoint ça. Bah oui, c'est-à-dire, pour moi, je pense qu'on vit dans une société qui marche sur la tête, qui met les choses à l'envers. Je pense qu'on glorifie comme ça l'intelligence, le cerveau, la rationalité, et on ne traite le cœur que comme une espèce de pompe qui doit envoyer de l'oxygène au cerveau pour que celui-ci puisse fonctionner. Moi, je crois que c'est complètement l'inverse. Le cerveau doit être au service du cœur. Donc, c'est d'abord vraiment tout faire pour que ce cœur puisse donner tout le potentiel. Et notre intelligence, effectivement, va savoir trouver la manière d'aller à la rencontre de ça. Et c'est pour ça que je pense que effectivement tout est possible, que c'est jamais trop tard, et que c'est vraiment là qu'on peut mettre notre espérance. Donc pour moi, aujourd'hui, on est de toute façon, on voit bien qu'on continue d'essayer de trouver que des manières rationnelles d'aller à la rencontre de tous les défis qui sont en train de nous cerner. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que tant qu'on n'aura pas éradiqué cet esprit de domination, d'exploitation qui détruit tout et qui est mortifère, on n'y arrivera pas. On continue. Alors, à la lettre O, qu'est-ce qu'on va trouver ? Optimisme. Alors, c'est marrant parce que c'est un mot qu'on me sort souvent. Quand je décris le projet Imagine très rapidement, on me dit « Ah oui, c'est super, vous faites du journalisme optimiste ou alors du journalisme positif, voire même on me dit journalisme de bonnes nouvelles, quoi. » Et ça me met en pétard. En fait, ça me met en pétard parce que c'est pas la méthode Coué non plus, quoi. L'idée, c'est pas non plus
de vouloir voir le monde en rose à tout prix. Et donc, ce serait comme si on se mettait la tête dans le sable et puis on essayait de se gargariser des trucs bien et puis on regarderait... Enfin, moi, je trouverais ça scandaleux. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a tellement de problèmes réels autour de nous. Il faut justement qu'on les regarde bien en face pour s'en préoccuper, pour s'en emparer, pour changer la donne. Ce serait scandaleux d'aller faire... Moi, sincèrement, le journal des bonnes nouvelles, c'est vraiment la fausse bonne idée. Et ça n'intéresse personne et il n'y a pas d'aventure. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est épique tout ça. Nous vivons dans un monde où, effectivement, il y a des merveilles qui sont là, potentiellement à notre portée. C'est ce que je crois profondément. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses atroces dont il faut se préoccuper et dont on peut complètement changer la donne. Donc du coup, je ne suis pas optimiste. Je pense que je suis très réaliste. Mais ça n'empêche pas d'avoir toujours cette espérance vibrante dans mon cœur. Alors que je suis comme tout le monde, j'ai des jours avec, des jours sans, des moments où je suis le moral dans les chaussettes. Enfin, je veux dire, c'est une bataille sans cesse d'aller trouver le surplus de sens pour moi aussi. Voilà, mais c'est aussi, elle est là la volonté, quoi. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, je vais vraiment prendre le parti pris d'être le plus possible souriante. Mais pourquoi ? Parce que je sais que si je fais la gueule, en fait, au-delà de mon destin personnel, dans ce que j'envoie, dans ce que j'envoie dans cette atmosphère, etc., ça a des conséquences. Nous sommes tous liés. Pour moi, encore une fois, c'est marrant parce que je dis souvent, nous sommes uniques. Alors on est unique parce qu'effectivement, chacun de nous, on est unique, mais on est unique parce qu'on est un. On est unique. Et c'est extraordinaire. Et donc, du coup, moi, je me dis toujours, quand je suis dans la rue et que je marche, si je fais un sourire aux gens que je croise, peut-être qu'il y en a un qui était parti pour se suicider, et puis ce sera le sourire qui fait qu'à un moment, il va douter avant d'y aller. Si je fais la gueule, peut-être, ça peut paraître caricatural, mais je crois que c'est tout à fait probable. En fait, on n'en sait rien. Donc, à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut essayer de diffuser autour de nous. Et en vérité, ça a des conséquences. Ouais, mais quand tu souris à quelqu'un, et si c'est un homme, par exemple, il te trouve jolie, il va croire que tu le courtises. Ça peut arriver, ben c'est comme ça. So what? Merci. Alors moi je vais juste, avant que tu tires le prochain, par rapport au haut, j'ai envie que tu explores un autre verbe qui est oser. Ah oui. Et j'aimerais savoir à quel moment de ton parcours, privé ou professionnel, tu as le plus osé, toi. Alors, pour le coup, moi, je pense que j'ai dû oser pratiquement toute ma vie, c'est-à-dire déjà petite fille, parce que autour de moi, il n'y avait que des défis. Et donc, à chaque décision, chaque pas que je faisais, ça demandait toujours du culot ou de l'audace, parce que rien tombait tout cuit dans le bec, quoi. C'était vraiment, fallait aller tout chercher avec les dents. Mais en fait, je dois dire que j'étais tellement animée par le fait d'essayer de protéger ceux que j'aimais autour de moi, notamment mes petites sœurs, ma maman. Je parle de ma maman biologique, de mes petites sœurs biologiques. On était dans une telle difficulté du quotidien et tout était tellement difficile et douloureux que ça dépassait la protection l'esprit de protection que je pouvais avoir pour moi-même, quoi. C'est vraiment la pulsion d'amour est plus forte. Et donc j'ai fait preuve de toutes les audaces, de tous les culots pour à chaque fois essayer de protéger ceux que j'aimais et qui étaient très vulnérables en fait. Donc ça a cultivé en moi, je pense, un esprit comme ça, mais c'est chaque jour des arbitrages qui sont pas forcément simples. Moi, à partir du moment où ça va me concerner moi, ça va pas forcément être évident, mais dès lors que ça concerne quelqu'un que j'aime, alors là, en fait, c'est plus fort que moi. Je sais pas tellement faire autrement. Mais bon, voilà. Alors du coup, je pense que c'est un peu une seconde peau chez moi, du coup. Mais c'est vrai que ce que j'essaye de faire passer, c'est parce que je pense qu'on est dans une société, encore une fois, qui nous a vendu tellement un esprit de confort, où il faut assurer ses arrières. Donc, les assurances, s'offrir une vie confortable, comme si c'était un but. Mais en vérité, c'est un leurre. C'est-à-dire que ça donne pas un sens à la vie. C'est pas vrai. Et donc, du coup, là encore, c'est une petite mort. Et donc, du coup, les gens rêvent de vivre une vie heureuse,
Mais une vie heureuse, c'est une vie intense. C'est une vie dans laquelle tu vas sans arrêt sentir que tu avances, que tu évolues. Alors parfois, tu régresses, mais en tout cas, tu fais pas du surplace, quoi. Et donc, c'est ça qui fait le sel de la vie. Et en fait, parce qu'autrement, la bonne petite vie confortable, pépère, machin, enfin, c'est quand même assez fadasse. Et c'est pas la vie dont on rêve, c'est pas vrai. Et donc, on finit par crever à petit feu dans son fauteuil, trop confortable. Et c'est vrai que dès lors que tu as mis des assurances un peu partout dans ta vie, alors il n'y a plus de place pour le miracle. Il faut bien que tu te mettes en danger sur une ligne de crête pour pouvoir donner de la place au miracle. Et ça, je trouve que c'est ça me fascine. Mais toi, tu as été une présentatrice de télévision, tu as été dans ce monde confortable, tu t'es laissé naviguer. À quel moment parce que t'es pas parti de rien, t'es parti quand même avec déjà de la notoriété. Comment t'as switché? C'est qui t'a alors déjà, moi je pense être partie de beaucoup plus que rien, c'est-à-dire vraiment du caniveau. Parce que c'est de là que je viens. Je veux dire, vraiment, ma petite enfance, moi, j'ai jamais oublié d'où je viens. Donc, je sais bien d'où je viens. Et ensuite, alors c'est marrant, Richard, parce que l'image que tu as de l'époque où j'étais donc à la télévision, comme si c'était une vie confortable. Alors, comment te dire que pas du tout? Mais alors, pas du tout. La vie de saltimbanque, vraiment, pour le coup, la vie de saltimbanque, au jour le jour. En plus, moi, j'ai toujours travaillé... j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, j'étais pas, sous contrat de longue durée, etc. Donc moi, j'ai sans arrêt navigué, j'étais toujours en freelance, donc tout était très précaire, tout était acrobatique. C'est vraiment l'ADN de ma vie, quoi. Alors je m'en glorifie pas parce qu'il y a même beaucoup de fois où je m'en mords les doigts en me disant non mais franchement... C'est quand même, vraiment, je suis un petit oiseau sur une branche, moi. J'ai pas de backup, j'ai pas d'assurance de rien du tout. Donc, effectivement, je suis obligée de croire au miracle à chaque instant, clairement. Mais, en même temps, c'est comme ça, c'est mon chemin de vie. Dans cette incarnation-là, il faut croire que c'est ce rendez-vous-là que j'avais avec moi-même. Mais il m'apprend plein de choses. Mais c'est aussi une grande poésie. C'est aussi une grande poésie, il y a quelque chose d'épique dans tout ça. Donc non, alors vraiment la sécurité, le confort et tout ça, ça n'a jamais été mon quotidien. Et alors c'est marrant parce que pendant toutes ces années, j'ai toujours été dans les trains, dans les aéroports, etc., à moitié endormie, à essayer de grappiller un petit peu de sommeil parce que toujours déchirée de fatigue. C'est ma vie. C'est très drôle, j'ai beau faire... Demain, je pars donner une conférence à Quimper, je vais faire l'aller-retour dans la journée, et donc ça va encore être une journée de fou, et je vais rentrer déchirée, et le week-end, je vais rattraper mon retard de la semaine, et tout, enfin voilà. J'ai l'impression d'être toujours dans une course où en fait, j'ai beau faire, je peux jamais, je suis à la petite cuillère, quoi. Et donc, je dois sans arrêt être dans ce fameux lâcher-prise, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que avec mes petits moyens, ma petite humanité, ma petite énergie, mes limites. Mais c'est pas le lâcher prise comme quand on se jette dans le vide, parce que c'est pas ça. C'est vraiment le lâcher prise pour laisser venir. C'est parce que je sais que il va y avoir quelque chose d'autre à ma rencontre. Pour moi, c'est vraiment une danse avec la vie. C'est-à-dire que je pense vraiment que plus on essaye de donner de sa confiance, de donner le meilleur de soi, et plus on sourit à la vie, plus elle peut nous sourire, quoi. Je pense vraiment que ça rejoint on récolte ce que l'on sème, etc. Après, je veux pas en faire un truc trop systématique parce que ce serait trop facile et ça pourrait donner l'impression que pour ceux à qui les malheurs arrivent, alors ça veut dire qu'ils en sont responsables. Pas du tout. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu mon lot de malheurs et que je suis certaine que, bien entendu, tout sera pas rose dans mon avenir. Ça fait partie de notre chemin d'humanité aussi. Donc, c'est pas évident à accepter. Et d'ailleurs, faut-il l'accepter? Moi, je crois qu'il faut continuer d'être révolté. Et d'être révolté pour vouloir le meilleur. Et quand ça va pas, quel est ton médicament? Tout dépend, parce que quand ça va pas, ça dépend quel type de... Voilà, il y a des gradations quand même dans... Est-ce que c'est juste un moment un petit peu où on est un petit peu le blues? Bon, dans ce cas-là, on peut se faire une série sympa, se mettre sous la couette et puis basta, enfin voilà, des trucs tout bêtes. Mais quand c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, une grande souffrance, une grande douleur,
Moi encore, il n'y a pas très longtemps, ça a été quelques mois très difficiles parce que j'avais ma maman biologique qui allait très très mal et qui était à nouveau torturée par le système qui ne supporte pas les gens qui ne sont pas dans les codes, dans les normes. Donc elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique, etc. C'était une violence absolue et donc j'ai dû me battre pour la tirer des griffes du système et ça a été très douloureux, j'en dormais plus, tout ça, parce que je ne supporte pas la cruauté. Je ne supporte pas l'injustice. Donc quelqu'un qui est vulnérable, au lieu de lui tendre la main et d'essayer de voir comment on peut le nourrir de tendresse, parce que je crois que la tendresse sauve de tout. Je crois qu'on crève de manque de tendresse. Et ben non, c'est tout de suite, je t'enferme, je te mets sous camisole chimique. Enfin, tout ça est d'une violence terrible. Donc on ne va pas à l'essentiel, on essaye juste encore une fois, que tu viennes pas perturber le système, quoi. C'est tout. Et c'est aussi cette vision productiviste de l'être humain. Si tu produis pas... Bah attends, donc tu perturbes le système et surtout t'es un poids, t'es un boulet, exactement. Et tu coûtes à la société. Enfin, en tout cas, on te stigmatise de cette manière-là. Et pour moi, en fait, ce qui est fou, c'est que tous les hommes, enfin tous les êtres humains, je crois, de notre société, qui sont fragiles et qui sont peut-être juste comme s'il y avait le pas de côté, tu vois, qui correspondent pas à la norme, etc. Eh bien, en règle générale, justement, en allant à leur rencontre, s'ils ont bien une fonction sur notre planète, c'est justement qu'ils nous humanisent. Et donc, c'est absolument essentiel d'avoir ces hommes et ces femmes qui, effectivement, ne réfléchissent pas comme nous, ne sont pas du tout dans la norme, etc. Alors, ils peuvent venir nous bousculer, mais c'est très bien, il faut se faire bousculer, il faut. Et en fait... Bah, peu à peu, tu vas te rendre compte. Moi, ce que j'aime, je vois avec ma maman, j'ai été élevée avec une maman, effectivement, qui ne correspond pas au code, mais dont je vois tout le côté brillant, quoi. Elle est brillante, elle a quelque chose aussi de très mystique. Mais en fait, ils ont une fantaisie, ils ont une poésie. C'est une artiste, ma mère. Et on a besoin de ça, en fait. Et si on est entouré que de gens très, des logisticiens, et c'est aussi, je pense, que ce qui pourrit la politique aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus que dans une technocratie, on a besoin de technique, etc. Mais c'est pas ça la politique, et c'est pas ça qui fait une vision. Encore une fois, mettre la technique au service d'une vision. Mais aujourd'hui, on est vraiment que dans de la gestion. Bah, je vous le dis, hein, c'est pour ça que la planète hurle. Et toi, t'es pas stigmatisée? T'es originale aussi? Oui, je suis une originale. Alors, comment tu en sors? Alors, je pense que peut-être j'ai cette chance d'avoir très vite su intégrer les codes. C'était déjà quand j'étais petite, parce qu'à l'école, j'étais une très bonne élève. Donc, alors que j'avais une vie très chaotique dans ma vie personnelle, ça n'a pas perturbé mon parcours scolaire. Et donc, du coup, en fait, j'ai très vite compris, alors que j'embrassais tous les jours des codes borderline, puisque je vivais ça avec ma mère. Donc on vivait vraiment une vie encore une fois, de saltimbanque, d'outsider, voilà. Et en même temps, je voyais bien comment fonctionnait, quelles étaient les attentes de la société, etc. Donc je sais y répondre, je connais ce langage, je sais le faire. Et donc j'arrive, et ça je trouve que c'est peut-être ma mission, c'est que j'arrive, je crois, à faire passer tous ces messages qui viennent de cet autre monde poétique, fantaisiste, merveilleux, moi que je trouve merveilleux, et en tout cas qui convoque la profondeur de notre humanité, j'arrive à les faire passer par les codes compréhensibles de cette société d'aujourd'hui. Donc je pense que je sers peut-être de passerelle. Et c'est quoi ce code, ce secret par rapport à ce code que tu as pu détecter jeune? C'est quoi? C'est peut-être un vocabulaire, tout simplement. Hein. C'est souvent ça, quand même. C'est comment tu vas savoir utiliser les mots, comment tu vas réussir à trouver une rhétorique qui va permettre effectivement de rejoindre les archétypes, les images qui parlent aux gens et qui font que tu les rejoins dans leur quotidien, mais en même temps
l'idée, c'est évidemment d'aller plus loin que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc, tu vas réussir à créer ce moment où cette prise de contact. À un moment, hop, tu les rejoins, tu es dans le contact, et puis là, tu vas profiter de cette incursion chez eux pour pouvoir bousculer un peu leurs idées préconçues, leurs préjugés. Mais, encore une fois, cette rhétorique, elle va être sur un vocabulaire qui va convoquer la pensée rationnelle, qui donc va montrer que tu n'es pas complètement barré, etc., que tu as bien les pieds sur terre, mais en même temps, tu vas colorer et faire vibrer cette rhétorique des tripes et du cœur qui est animé par tout ça. Et en fait, parce que malgré tout, il y a cette empathie qui nous habite, eh bien, tu vas réussir à rejoindre et à faire vibrer ce cœur et ces tripes chez ceux qui t'entendent, quoi. Mais finalement, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est que moi, j'ai créé une ONG qui s'appelle le Projet Imagine. Et derrière tout ça, il y a vraiment cette question que l'imagination est absolument fondamentale. Et nous sommes dans un univers, une époque d'imaginaire qui est un imaginaire globalisé. C'est pas anodin, ça. Et donc, ça veut dire que quand même, le récit de nos histoires de vie est au cœur de tout ça. Et il faut mesurer de mieux en mieux à quel point ça représente une sphère d'influence phénoménale. La manière dont nous nous emparons de nos histoires, qu'elles soient individuelles ou collectives, et de quelle manière on va éclairer cette histoire pour pouvoir faire destin commun. Et donc, en fait, c'est vraiment mon quotidien, c'est ça. Comment je m'empare, effectivement, de cette époque, de ces divers défis que je vais éclairer avec leur complexité, avec leur part de noirceur, mais aussi avec l'espérance, c'est-à-dire parce que je continue de me dire, pour moi, la manière dont je vois les choses, c'est que quand une situation est dramatique, plus elle est dramatique, plus elle est profondément tragique, plus elle a en son sein une promesse d'un progrès humain énorme. Puisqu'en fait, si d'un coup tu prends conscience donc de cette situation et que tu t'en empares pour essayer de changer la donne, puisque c'était dramatique, eh bien, en concordance, ça veut dire que la promesse est immense, quoi. Et donc, à partir du moment où tu éclaires ces problématiques, en ayant vraiment à cœur de mettre à jour cette espérance et cette promesse, ça change complètement la donne. C'est pas le même traitement, c'est pas du tout le même éclairage que si tu vas le montrer que de manière très anxiogène, sensationnaliste, tu vois. Là, tu paralyses de peur et tu crées même le dégoût. T'as plus envie de regarder, tu préfères être dans le déni et regarder ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ça, la bataille, elle est là. Moi, je disais à Pierre Rabhi, tu es souvent négatif, t'es pas très optimiste dans ton discours. Il me dit, ah mais tout le monde me dit ça, mais je suis réaliste. C'est intéressant parce qu'il y a un discours qui est juste, mais il ne tourne pas ça du côté souriant, il ne met pas un sourire, une pointe d'humour. Et ça, c'est un côté qu'on voit souvent aujourd'hui autour de nous. On est défaitiste. On parle d'une problématique, d'un drame, pour faire peur, encore une fois. Des deux côtés, tu remarques ? Oui, je comprends. Alors, bon... Pierre Rabhi, ce qui est intéressant, enfin je trouve, oui bien sûr, mais ce que je trouve fascinant avec des gens comme Pierre Rabhi, c'est que pour le coup il y a un côté prophétique, quoi. C'est des prophètes de notre temps, parce que le mec quand même, il est en plein dans les 30 glorieuses, que déjà il se dit non mais en fait ça peut pas marcher. C'est énorme de vision. Dire qui pouvait à cette époque-là, dans les années 60, se dire non mais en fait les arbres vont pas jusqu'au ciel et donc ça pourra pas tenir ce truc-là. Moi je trouve que c'est quand même phénoménal ce type de pensée. Après effectivement la manière dont tu vas essayer donc de tirer la sonnette d'alarme, moi je trouve quand je regarde le militantisme, les lanceurs d'alerte, etc. un peu partout dans le monde, et aussi les ONG, la manière dont elles s'organisent et la manière dont elles se positionnent dans leur action, je trouve ça assez fascinant parce que je pense qu'on a effectivement besoin de la manière de faire de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir des ONG qui vont être très constructives, etc. Et puis d'autres qui vont être très rentre-dedans, tu vois. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin des deux. Tu vois, on a besoin de WWF qui va effectivement rentrer dans un dialogue avec des multinationales, etc. Essayer de les accompagner, donc comment elles peuvent se transformer, etc.
Mais il ne faut pas être naïf. Dans toutes ces multinationales, etc., il y a des patrons qui n'en ont rien à foutre et qui iront jusqu'au bout de faire du profit, quel que soit le diagnostic, etc. Pour ceux qui en ont rien à foutre, etc., heureusement qu'il y a Greenpeace pour leur entrer dedans. Donc pour moi, c'est très important qu'il y ait aussi une parole alarmiste, une parole, et puis d'autres. Tu vois, je pense qu'on a besoin d'un petit peu de tout. Dès lors que c'est intègre, que c'est vraiment, tu vois, qu'il y a une puissance de vérité derrière, et voilà, quelque chose de fort. Mais je pense qu'il y a besoin de tout. Et donc, c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est profondément notre style, quoi. Moi, je sais que mon style, c'est plus, effectivement, d'essayer de générer, de susciter l'amour et l'espérance. C'est mon style, je suis pas vraiment rentre dedans. Après, je te dis pas que je suis bisounours et je pense être très lucide sur les choses, tu vois. Mais voilà, mon style, c'est plus de raviver l'émotion chez les gens et d'essayer de leur rappeler qu'ils sont bien plus beaux qu'ils ne le pensent. Tu veux pas nous faire une petite colère? Une petite colère. Bon, t'inquiète pas que... Non, mais encore une fois, je suis pas bisounours. Mais bon, voilà. Alors, allez, un nouveau mot. Et après, il y a R et on verra pour elle. Bah oui. Uni. Oh, magnifique. Uni. Écoute, ça, c'est vraiment mon leitmotiv parce que je dis toujours, voilà, mon but, c'est vraiment de raviver l'espérance pour qu'on soit de plus en plus nombreux à unifier nos forces pour pouvoir faire face à tous ces défis. Donc c'est vraiment effectivement uni. Pour moi, ce qui sous-tend mon message, c'est évidemment donc toujours un message d'amour. Mais pourquoi? Pour que on comprenne que finalement, ce à quoi on est appelé, c'est à bâtir la grande famille humaine et à vivre en famille humaine. Il est là le défi. Et moi, j'ai la chance de pouvoir en parler parce que je l'ai vécu, donc je sais que c'est possible. Parce que finalement, ce que j'ai vécu dans mon enfance, sous un même toit, il y avait comme un condensé du monde, sous un même toit. Une vingtaine d'enfants venus du monde entier. On était de tous les continents, on était de toutes les couleurs de peau, de toutes les ethnies. On parlait pas forcément la même langue, on n'avait pas forcément la même religion ou pas de religion du tout. On n'avait pas la même culture. Et on était atteints de toute forme de blessure. Donc il y avait absolument tout pour nous différencier. Donc aussi tout pour faire que ce soit pas si facile d'aller à la rencontre les uns des autres. Parce que la différence fait encore une fois que elle peut éloigner, elle peut faire peur, parce que finalement je me reconnais pas vraiment en toi, donc qui es-tu, etc. Et quand en plus tu arrives blessé, tu as encore plus cette crainte. Parce que tu es déjà amoché, et donc c'est pas si simple. Tu vois, je dis toujours à un animal blessé, vous pouvez pas vous approcher de lui parce qu'il a peur. Là c'était pareil. Et donc il a fallu peu à peu dépasser ces peurs, dépasser la différence, tout ce qui nous sépare a priori, pour aller à la rencontre les uns des autres, mais pas seulement pour peu à peu se découvrir, mais carrément pour apprendre à s'aimer, parce qu'il fallait faire famille. Et donc nous l'avons fait. Et donc si nous avons réussi à le faire, c'est que c'est possible pour le monde entier. Donc c'est nourri de cette expérience-là que j'essaye vraiment de susciter cet éveil-là. Et je pense que quand j'en parle, c'est peut-être perçu et accueilli d'une manière beaucoup plus forte parce que, au-delà de mes mots, c'est vraiment ce qui habite mes mots, finalement, ce qui les anime. Et je crois que c'est ça qui vient toucher les cœurs, c'est qu'ils savent que je parle de quelque chose que j'ai vécu. Ça change beaucoup de choses. On dit quand même qu'on est dans une société très individualiste. Tout à fait. Donc comment réconcilier ça avec le besoin d'être unis? Ben oui, mais c'est justement là, on arrive un peu dans un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est cet individualisme et en fait cet égoïsme qui fait qu'on en est là. Puisque à partir du moment où c'est ma gueule avant tout, parce que c'est ça l'égoïsme, c'est ma gueule avant tout, eh bien on arrive malheureusement à un système de... c'est tout pour moi et tant pis pour tous, quoi, en fait. C'est vraiment... en fait, on est tous victimes de ça, à ce moment-là. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne que le seul moyen de s'en sortir, ça va être vraiment, à un moment, de comprendre que c'est ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure que l'on détricote toute la magie donc, de la vie sur cette planète et qu'on se rend compte donc de l'équilibre extraordinaire de la biodiversité, etc. On n'avait pas du tout mesuré les choses. Pourtant, on a fait des progrès scientifiques extraordinaires, mais c'est seulement de manière très récente qu'on a compris l'interdépendance de tout, etc. Et on prend peu à peu la mesure donc de quelque chose qui avait l'air tellement
gigantesque, la nature, les montagnes et tout, puis on se rend compte de cette vulnérabilité. Donc au fur et à mesure qu'on l'a détricoté, on a commencé à comprendre. Et donc là, maintenant, il va falloir très vite prendre la mesure de cet enseignement, parce qu'en vérité, encore une fois, nous faisons partie de ce vivant. Et donc ça veut dire que nous sommes en écho direct avec cette grande vulnérabilité, cette grande fragilité. Et donc chaque fois que nous perpétrons des drames humains, en fait, ça nous atteint, chacun de nous. On est un seul corps, on est unique. Il reste le R. Allez, le R. Tu veux le S après ou on laisse tout? Mais comme vous voulez, moi je suis. Singulier ou pluriel? On va voir. Révélation. Oh là là, mais vous êtes trop fort. Ah non, mais j'adore. Mais c'est mes mots. Hein. Révélation, alors là, pour le coup, c'est vraiment un mot... En plus, c'est marrant parce que j'y pense souvent quand on parle de l'apocalypse. Parce que apocalypse, c'est ça. C'est lever le voile. C'est vraiment la révélation, c'est ça en fait. C'est vraiment lever le voile. Donc c'est lever le voile sur le mystère. Et donc c'est cette invitation vers, encore une fois, ce mystère qui est nous et qui est tout ce qui nous entoure. Et donc effectivement, sans arrêt, essayer d'aller faire... En fait, avec le projet Imagine, je dis toujours, c'est une ligne de crête. On est toujours sur une ligne de crête. Je dis, voilà, d'un côté, il y a une démarche d'empowerment, comme on dit. Donc, essayer de rappeler à chacun qu'on a un pouvoir, qu'on n'est pas condamné à l'impuissance, qu'on a pris sur le réel, et que donc nous avons un pouvoir au-delà des droits et des devoirs dont on nous serine perpétuellement. On oublie de nous rappeler qu'on a un pouvoir. Et quand on se rappelle de ça, qu'on a un pouvoir d'agir et que donc on a un pouvoir de transformation du réel autour de soi et que donc on fait partie de la solution, ça redonne vraiment de l'espérance, c'est très concret et ça peut colorer tout ce que l'on fait au quotidien. Mais très vite, on peut aussi tomber dans un délire de toute puissance, etc. Et donc, de l'autre côté, on rééquilibre toujours en rappelant aussi notre grande vulnérabilité, notre grande fragilité, qui est intrinsèque à notre condition humaine, avec laquelle il faut non seulement prendre conscience, mais aussi avec laquelle il faut se réconcilier. Parce qu'on est dans une société du productivisme, de la performance, de la compétitivité, donc on a eu tendance à traiter cette fragilité, cette vulnérabilité comme étant une faiblesse, en tout cas vue de manière négative, alors que pour moi, ma lecture à moi, c'est que c'est justement cette grande vulnérabilité, cette grande fragilité qui peut devenir une grâce parce que c'est celle qui nous rappelle qu'on a besoin des autres, qui nous amène vers un chemin de solidarité et donc qui nous permet de nous ouvrir à la seule véritable force, c'est celle de la solidarité. Donc du coup, il y a... Et donc, pour moi, entre ce pouvoir et cette vulnérabilité, c'est un chemin d'humanité. C'est vraiment là que ça se passe. Donc, nous, on est toujours sur cette ligne de crête. Et pour cela, pour pouvoir réussir à embrasser tout ça et à ce que tout ça se révèle en nous et s'approfondisse en nous, il faut convoquer un effort d'introspection, faire un chemin intérieur. Nous, on le fait même dans les écoles, hein, même avec les petits. Dans un monde de brouhaha, de chaos, de bruit permanent, essayer de faire silence, aller à la rencontre de soi, découvrir ce trésor unique qui nous habite. Et au fur et à mesure qu'on découvre ces richesses, souvent insoupçonnées, évidemment que ça colore notre regard sur l'autre. Donc découverte de soi, découverte de l'autre, et peu à peu, une autre manière d'être ensemble. Et donc c'est vraiment comment, finalement, en approfondissant, et là, ça veut dire donc quand même faire un chemin intérieur individuel, et même mieux que ça, un chemin intime, petit à petit rejoindre une transcendance qui fait que c'est au-delà de soi. Donc c'est même du dépassement de soi, mais pas pour soi, au-delà de soi. Et donc moi, en fait, ce que je dis de temps en temps, ça m'arrive d'avoir l'occasion de le dire, je dis, parce que souvent les gens ont une lecture assez rapide du projet Imagine et ils disent, bah oui, c'est aussi une démarche qui fait résonner le local avec le global et des choses comme ça. Et je dis, non, le projet Imagine, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Pour moi, c'est l'intime qui rejoint l'ultime. C'est beau, non ? Magnifique. C'est l'intime qui rejoint l'ultime. Tu veux le S ou on laisse tomber? Allez, comme vous voulez. Non, c'est toi. Non, mais oui, bah oui. Allez. Elle a trop de choses à nous dire. Elle a dit que des tirages gagnants. C'est vrai. Soulever. Oh bah dis donc, alors soulever, c'est moins évident. Alors c'est marrant parce que tout de suite, en voyant le mot soulever, j'ai pensé aux sculptures. Tu sais, les sculptures qui tiennent, qui sont comme des colonnes.
elles ont un nom spécial. Moi, je suis historienne de l'art à la base, mais j'avoue, le nom ne me revient plus. Mais les statues qui servent de colonne, oui, alors, mais ça a un nom. Ouais. Voilà, et c'est marrant que je pense à ça, parce qu'effectivement, il y a quand même le fait que je pense qu'on est nombreux à avoir une impression d'avoir trop sur les épaules, tu vois, donc il y a quand même quelque chose d'un poids. Et donc, il faut réussir à soulever ce poids, à retrouver une marge de manœuvre, à retrouver une liberté, une légèreté même, tu vois. Vraiment, il y a quelque chose de... Parce qu'effectivement, on est tellement enlisé, empêtré dans les soucis du quotidien, etc., qu'on en oublie la magie de la vie, etc. Donc, il faut trouver quand même un chemin. Personne ne peut s'affranchir des soucis. Et c'est marrant, parce que moi, je me souviens très bien quand j'étais ado, le jour où j'ai d'un coup eu cette révélation, que sans doute plein de gens ont eu, sans doute peut-être même bien avant, mais je me rendais compte que je me sentais jamais heureuse, il y a toujours tellement de soucis, etc. Et puis d'un coup, j'ai réalisé, mais en fait, des soucis, t'en auras plus le jour où t'es morte, simplement. Il y aura toujours des soucis. Donc en fait, tu peux pas te dire, tu peux pas corréler ça avec je suis pas heureuse, parce que tu seras jamais heureuse, quoi. Donc réussir vraiment à remettre à distance, à avoir un peu de recul, pour quand même laisser une place au merveilleux, à la magie, etc. Voilà. Et donc il y a vraiment quelque chose de soulever un poids aussi, un poids de son cœur, vraiment pour retrouver quand même une marge de manœuvre. Et donc ça, c'est pas simple. Et puis c'est pourquoi? C'est pour finalement réussir à soulever des montagnes. Est-ce que tu peux faire une phrase? Oh mon Dieu! Oh là là, c'est... Tu sais, ça fait penser à... C'est quoi la technique là? Ah oui, non. Non, mais ouais... la révélation, c'est que si nous sommes unis, on pourra véritablement arriver jusqu'à l'apothéose, s'affranchir de la mort. L'optimisme ne suffira pas, mais on peut soulever des montagnes. Question, quel est l'événement, bientôt fini, quel est l'événement ou la rencontre, un livre, un animal, un végétal, qui a changé ta vie, un moment où ça a switché, que tu portes encore aujourd'hui? Un moment qui a duré 1 minute, 1 seconde, 1 heure, une journée, que tu as... Waouh! Une photo. Ouais, flash. Écoute, une photo, un flash, je ne saurais pas vraiment te dire, là, je dois dire. Parce que j'en ai eu tellement. C'est vrai, hein, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression, moi, d'avoir des flashs au moins plusieurs fois par jour. Mais vraiment. Mais parce que je pense que j'ai cette grâce, cette capacité vraiment à m'émerveiller. Je m'émerveille de plein de choses, en fait. Combien de fois, voilà, des choses qui peuvent paraître... En fait, j'arrive à avoir l'œil de... C'est peut-être une gymnastique, un entraînement, mais je m'émerveille très vite pour plein de choses. Donc des flashs, j'en ai sans arrêt, en fait. Donc ouais, enfin là, tout de suite, en tout cas, j'ai pas une idée particulière. Alors si je te dis que tu es une femme inspirante, tu me réponds quoi? J'espère aussi même être inspirée. Merci. C'est tout. Et tu m'as dit qu'il y avait juste une question. Alors, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Ah, alors attends, réfléchissons. Test. Ouais, pas évident, hein, parce qu'alors billet de banque, comment te dire? Est-ce que c'est la consécration? Se retrouver sur un billet de banque? Quelle horreur! En plus, tu sais, quand je pense billet de banque, je pense tout de suite, tu sais, c'est ce grand chef indien là qui disait, parce que voilà, tous les bisons, etc., qui étaient complètement massacrés, etc., et il disait le jour où il y aura plus de bisons, plus de poissons, plus de l'homme blanc comprendra que le billet se mange pas, quoi. Et c'est vraiment ça. Vraiment. C'était Sitting Bull. Ah, il me semble, il me semble. Voilà, nous on a fini. Est-ce que tu veux dire quelque chose à nos amis qui nous écoutent? Un message là qui vient du cœur. Est-ce que quelque chose te passe par la tête? Tu aurais besoin d'aide, ou je sais pas, un coup de main, transporter un meuble? Non, mais si vous m'écoutez, alors déjà merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à nos amis Richard et Barbara pour cette interview. Moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que la richesse au quotidien, c'est vraiment la rencontre. Donc vraiment, prenez le temps de la rencontre, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de regarder l'autre. C'est extraordinaire et sachez que vous êtes bien plus beau que vous ne le pensez.
Il y a quelque chose de merveilleux, une lumière qui vous habite, quelque chose de merveilleux. Et il faut vraiment que vous puissiez l'offrir au monde. Parce qu'autrement, ce trésor, il va manquer au monde. Et il en a plus besoin que jamais. Ayez confiance en ça.